Nous apprenons aussi que Merkel souhaite ajouter 6 pays à l'Union européenne. Y êtes-vous favorable? Question provocatrice. On a appris, ces jours-ci, c'était le 19 août dernier, que Mme Merkel s'est rendue à la ville frontalière hongroise de Sopron, qui se trouve c'est à l'ouest, l'extrême ouest de la Hongrie, c'est à l'ouest de Budapest. Mme Merkel s'est rendue là le 19 août 2019 parce que c'était le 30e anniversaire du pique-nique pan-européen. Qu'est-ce que c'est que le pique-nique pan-européen? C'est un événement qui s'est déroulé le 19 août 1989 et qui avait été organisé conjointement par le ministre d'État, le chef de la République socialiste de Hongrie, avec, d'un côté, avec, par ailleurs, c'est à ne pas croire, c'est presque incroyable, mais c'est quand même la vérité, avec, par ailleurs, l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie, Otto von Habsburg-Lothringen, c'est-à-dire, ça c'est en allemand, c'est-à-dire en français, Otto de Habsbourg-Lorraine, qui était le fils aîné du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier d'Autriche. Otto de Habsbourg n'était pas seulement l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, il était prince de Hongrie, prince de Bohême, archiduc d'Autriche, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs, héritier évidemment d'une famille immense, la famille Habsbourg, c'est toute l'histoire d'une grande partie de l'histoire de l'Europe centrale qui est derrière, descendant direct de Charles Quint, ou peu s'en faut. Ce Otto de Habsbourg était par ailleurs le président de l'Union pan-européenne, et qui est cette organisation qui avait été créée aux alentours des années 1920-1923 par un personnage assez extraordinaire qui s'appelle le Richard de Coudenhove-Kalergi, dont j'ai de temps en temps parlé, sur lequel je ne me suis pas étendu à tort parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu un rôle très important dans la genèse de l'idée de construction européenne au début du XXe siècle. Richard de Coudenhove-Kalergi était un personnage improbable puisqu'il était le fils d'un aristocrate hongrois qui était donc Coudenhove-Kalergi. Et ce monsieur s'était marié avec une japonaise à la fin du XIXe siècle. Se marier avec une japonaise à la fin du XIXe siècle, je rappelle que le Japon avait été fermé à l'étranger jusqu'en 1853, jusqu'au coup de bombardement du Commodore Perry dans la baie de Edo en 1853, et qu'il s'était vraiment ouvert à partir de 1868 avec la révolution Meiji. Donc un diplomate, c'était un diplomate austro-hongrois, le comte de Coudenhove-Kalergi, qui s'était marié avec une japonaise, c'était très très rare. Et Richard de Coudenhove-Kalergi était donc un métis entre un austro-hongrois et une japonaise. Ça lui avait donné une vision du monde assez mondialiste, et il avait conçu une construction européenne qui aurait vocation, en fait, à devenir une espèce de ferment de mondialisation générale et d'abolition des frontières. L'Union pan-européenne, en gros, c'est ça. Il faudra que j'y revienne un jour. Vous pouvez aller vous renseigner sur ces questions. Il est mort. L'héritier du trône des Habsbourg, Otto von Habsburg-Lothringen, était également l'héritier de la présidence de Richard de Coudenhove-Kalergi. Il était à la tête de cette Union pan-européenne. Avec évidemment, si vous êtes l'héritier de la famille des Habsbourg, vous avez une petite idée derrière la tête. Bon, c'est comme les héritiers du trône de France, ils ont une petite idée derrière la tête quand ils font de la politique. Et en général, les héritiers du trône, lorsqu'il y a des monarchies, sont tombés. C'est vrai aussi de Siméon de Bulgarie, c'est vrai de Michel de Roumanie, toutes ces familles royales qui ont perdu le pouvoir. Lorsqu'ils font de la politique, ils ont en général derrière la tête, c'est assez humain, l'idée de restaurer la lignée dynastique et la monarchie dont ils sont issus. Donc Otto de Habsbourg, derrière cette union pan-européenne, se voyait bien en fait à la tête d'une renaissance de l'empire des Habsbourg. Et pourquoi pas? Je rappelle que Charles Quint avait été quand même l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Il est né en 1500 à 19 ans. Il avait été élu au nez à la barbe de François Ier, c'est le cas de le dire. Il avait été élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Et le voilà maintenant un grand européiste. D'ailleurs, le drapeau de l'Union pan-européenne de Richard de Coudenhove-Kalergi est un drapeau bleu aux étoiles d'or, aux 12 étoiles d'or, avec une croix, puisque ce drapeau bleu aux étoiles d'or, vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, est un drapeau crypto-chrétien, crypto-catholique. Bref, Otto de Habsbourg-Lorraine avait organisé, avec
le chef de la République socialiste de Hongrie avait organisé un pique-nique visant en fait à démantibuler le rideau de fer. Ça se passait le 19 août 1989. Il y avait eu au cours des semaines précédentes déjà le gouvernement hongrois qui s'était en fait attaqué directement au rideau de fer, qui avait testé les réactions de Mikhail Gorbatchev qui était à Moscou, mais l'ensemble de l'édifice soviétique était en train de s'effondrer et ils avaient testé que Gorbatchev n'envoyait pas de message hostile. Pourtant, les soviétiques auraient pu intervenir militairement, ils l'avaient montré. Sauf que on était dans la Russie, dans l'Union soviétique, de 1989, 3 ans après le désastre de Tchernobyl. On était 2 ans après le lancement de la politique de glasnost et perestroïka qui avait été lancée par transparence et restructuration de l'économie soviétique qui avait été lancée par Gorbatchev. Le bateau prenait eau de toutes parts et donc Gorbatchev avait laissé entendre que finalement il n'interviendrait pas. Donc c'est là, au cours des semaines, des mois précédents, déjà le gouvernement hongrois avait laissé passer des gens à travers le rideau de fer en ouvrant la frontière. Mais là, carrément, Otto de Habsbourg était venu avec l'archiduchesse Waltrude, je sais pas quoi, qui était sa fille, qui d'ailleurs est de nationalité suédoise aujourd'hui, a été députée européenne. C'était sa fille. Elle est venue avec une paire de ciseaux et elle a commencé à couper le rideau de fer, à cet endroit. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a pu passer en Autriche. Et comme ils avaient bien organisé le truc, ils avaient prévenu des Tchèques et des Allemands de l'Est que s'ils venaient ce jour-là, ils pourraient passer à l'Ouest gratis. Or, je rappelle que depuis la construction du mur de Berlin le 13 août 1961, les citoyens d'Allemagne de l'Est avaient interdiction absolue de passer à l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest. S'ils essaient de franchir le rideau de fer qui était le long de la frontière terrestre entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ou s'ils essayaient de franchir le mur de Berlin à Berlin, ils risquaient la mort tout simplement parce que les policiers de l'Allemagne de l'Est avaient comme mission de tirer sur les fugitifs. Or voilà qu'on offrait la possibilité aux Allemands de l'Est de passer avec leur petite Trabant, c'était la voiture, de passer de l'Allemagne de l'Est. Alors ils venaient de Jena, ils venaient de Berlin, de Ost-Berlin, ils venaient de Karl-Marx-Stadt, l'ancienne Chemnitz, etc., de Dresden, toutes ces villes d'Allemagne de l'Est, de passer à travers la République tchécoslovaque à l'époque, donc via Prague, d'entrer en Hongrie, d'aller à Sopron et de ressortir par là, par l'Autriche, pour ensuite repasser en Allemagne de l'Ouest, pour revenir éventuellement à Berlin-Ouest, c'est-à-dire 300 mètres de l'autre côté, mais ils avaient fait tout un tour comme ça. Il y a eu plus de 600 personnes qui sont passées. Les dirigeants est-allemands de l'époque, Erich Honecker, a tiré la sonnette d'alarme et il a bien compris que Mikhail Gorbatchev était en train de lâcher les régimes d'Europe de l'Est. Alors, pourquoi je vous raconte toute cette fresque historique? D'abord parce que c'est une fresque historique qui n'est pas inintéressante, pour montrer que la famille de Habsbourg, la famille impériale, était à la manœuvre, et pour montrer que ce que l'on a célébré les 30 ans, c'est en fait la fin du camp socialiste et la reviviscence, en fait, du mythe du Saint-Empire romain germanique. Madame Merkel s'est rendue là-bas. Et elle a fait une déclaration qui est quand même assez stupéfiante, puisqu'elle a dit devant tout le monde que l'Union européenne ne serait achevée que lorsque serait pleinement l'Europe, que lorsque tous les pays des Balkans occidentaux auraient intégré l'Union européenne. Ça veut dire quoi, cette déclaration? Ça avait déjà été annoncé un petit peu ici ou là. Moi, ça fait des années que j'en parle. J'ai fait une conférence, notamment Qui gouverne l'Europe, que je fais depuis des années, où je montrais l'élargissement sans fin de l'Union européenne. Mais là, au moins, on a une déclaration officielle de la chancelière d'Allemagne en exercice à l'occasion d'un événement historique dont on fête le troisième, les 30 ans. On a une déclaration officielle de Madame Merkel qui dit que, en fait, 6 nouveaux pays membres, 6 nouveaux pays doivent entrer dans l'Union européenne. Quels pays? L'Albanie, qui est un pays qui existait avant le démembrement de la Yougoslavie. Vous savez, l'histoire de l'Albanie avec Enver Hoxha, c'est un pays qui était communiste, qui était rapproché de la Chine de Mao dans les années 60 et qui était devenu anti-soviétique et qui, capitale Tirana.
Ça, et puis les autres, ce sont des démembrements de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire que les 5 autres pays qui devraient entrer, vous savez qu'il y a déjà la Slovénie et la Croatie qui sont entrés dans l'Union européenne, mais les 5 autres seraient la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, qui a obtenu son nom récemment lors d'un accord entre les autorités de Skopje, qui est la capitale de la Macédoine du Nord, et les autorités d'Athènes, au grand scandale d'ailleurs d'un certain nombre de Grecs qui estiment que ce pays n'a pas le droit de s'appeler Macédoine. Également le Kosovo et la Serbie. Sachant que le Kosovo est un démembrement de la Serbie, que la Serbie n'a jamais accepté ce démembrement et que d'ailleurs la majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies n'ont toujours pas reconnu l'indépendance du Kosovo, qui en fait est une espèce de base militaire américaine. Il y a l'une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis qui se trouve au Kosovo. En gros, seuls les pays de l'Union européenne, et encore pas tous, ont reconnu l'indépendance et la légitimité, la souveraineté du Kosovo. Donc Mme Merkel, comme une fleur, nous a annoncé ça. Alors, je crois que c'est effectivement quelque chose de très très important parce que ça témoigne de plusieurs choses de dysfonctionnement. C'est même plus des dysfonctionnements, ça devient le délire général. Au moment où l'Union européenne subit un éclatement général, j'ai parlé du Brexit, j'ai parlé de ce qui se passe en Italie. On pourrait parler de la crise qui ne cesse de couver en France avec les gilets jaunes. L'affaiblissement, l'appauvrissement des classes moyennes dans tous les pays de l'Union européenne, en tout cas dans les pays du Sud. La débandade de l'industrie et de l'agriculture dans les pays du Sud, notamment en France. La débandade de l'économie allemande, qui est en très petite forme en ce moment. L'économie allemande dont on nous vantait les miracles, l'économie allemande est vraiment très mauvaise. Les problèmes migratoires, la remise en cause des libertés publiques, le manque total de solidarité entre les pays de l'Union européenne sur à peu près tous les sujets en matière diplomatique, militaire, migratoire, économique, etc. Le coût que va représenter le départ du Brexit, le départ de l'Union européenne, du Royaume-Uni avec le Brexit, le coût que ça va représenter pour les pays rémanents, notamment les Allemands et les Français, qui vont devoir payer encore bien plus que ce qu'ils payaient avant pour combler le manque à gagner britannique. Voilà que Mme Merkel ne trouve rien de mieux que de nous annoncer qu'il faut faire entrer 6 pays nouveaux dans l'Union européenne, qui ont entre 600 000 et 2-3 millions d'habitants, mais qui sont connus pour être des repères de mafieux en général. La mafia albanaise a essaimé dans toute l'Europe. Avec la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen, vous imaginez le truc. La mafia albanaise est à la tête de trafic de main-d'œuvre, de trafic d'immigration clandestine, de trafic d'exploitation des êtres humains, soit pour que des trafics d'immigration clandestine pour que les gens travaillent au noir, soit de la prostitution. C'est également dans tous ces pays, vous avez une concussion entre les autorités gouvernementales, les hommes d'affaires, des détournements de fonds massifs, des fonds européens qui leur ont déjà été parvenus, éventuellement pour ceux qui sont déjà reconnus comme candidats à l'adhésion. On n'en revient pas. On n'en revient pas. Mais j'ai vu les commentaires qui ont été faits, même les plus grands européistes dire « Mais attendez, elle est dingue. Elle a fumé la moquette. » Alors vous savez que Mme Merkel est en petite santé, on ne sait pas très bien, elle souffre d'une maladie, on ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas si ça lui a affecté ses facultés intellectuelles, je ne le pense pas. Je pense qu'en fait, elle est sous pression, et puis l'Allemagne poursuit ses objectifs géopolitiques. L'Allemagne a toujours voulu s'étendre vers l'Est. En Croatie, rappelez-vous qu'en Croatie, c'était quand même peuplé de nazis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Que les Allemands ont toujours eu un pied, puis les Allemands et les Autrichiens ont toujours eu un pied dans cet univers. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, il était en train justement de visiter la Bosnie-Herzégovine qui était sous la suzeraineté de l'empire d'Autriche-Hongrie. On revient à cet empire d'Autriche-Hongrie. Donc en fait, ce que dit Mme Merkel, elle s'inscrit dans une tradition géopolitique qui est en fait séculaire. En fait, l'Allemagne renoue avec ses vieux démons. D'ailleurs, Mme Merkel, quand elle dit que ces 6 pays doivent entrer dans l'Union européenne, il y en a déjà 4 d'entre eux. C'est-à-dire tous ceux que j'ai cités, moins le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, mais les 4 autres, c'est-à-dire l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord,
Serbie, sont déjà candidates à l'entrée dans l'Union européenne. Donc Madame Merkel, elle considère en fait que l'opinion de ces pays ne vaut rien. Il n'est pas du tout certain qu'en Serbie, une majorité de la population veuille entrer dans l'Union européenne. Au contraire, les Serbes, c'est de tradition ancestrale, les Serbes se sentent très proches de deux pays, la Russie, parce que c'est un pays qui utilise notamment l'alphabet cyrillique, et la France. Rappelez la visite de Pierre Ier de Serbie en France, l'avenue Pierre Ier de Serbie. Enfin, vous connaissez que la France était l'allié de la Serbie. La Serbie a été un pays allié de la France très longtemps. Je rappelle d'ailleurs au passage que Macron avait extrêmement maltraité, ça avait fait un incident diplomatique majeur lors de la commémoration de la Première Guerre mondiale, avait très maltraité le représentant de la Serbie qui avait été quasiment mis de côté alors que la Serbie était un allié majeur de la France. Madame Merkel se fiche éperdument de ce que pensent les Serbes, de ce que pensent les Monténégrins, de ce que pensent les habitants de tel ou tel pays. Elle considère qu'ils doivent entrer dans l'Union européenne. Madame Merkel considère également, comme nul et non avenu, ce que peuvent penser les peuples des 27 pays de l'Union européenne qui resteront après le départ de l'Union européenne, du Royaume-Uni. Que pensent les Français de l'entrée du Monténégro dans l'Union européenne, sachant que ces pays ne seront pas des contributeurs nets, mais des bénéficiaires nets. Ça veut dire qu'il va falloir payer encore plus pour eux, pour leurs infrastructures, comme on a payé 65 millions d'euros pour le pont qui est actuellement en cours de construction en Croatie, sur des financements européens, donc un sixième est payé par la France, et confié à la grande entreprise de BTP publique chinoise. On marche sur la tête. Voilà. Même les plus européistes des européistes, quand on leur met ça sous le nez, ils éludent, ils sont gênés. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? On peut conclure que les dirigeants européens ont perdu le sens commun. Ils sont coupés des réalités, premièrement. Deuxièmement, confrontés à une idéologie qui est en train de s'effondrer, ils ont recours à quelque chose qui est assez humain, qui est la fuite en avant. La fuite en avant qui consiste à faire comme si le réel n'existait pas, et on continue, comme si ça n'existait pas, comme si ne rien n'était, on continue à poursuivre, à foncer dans le brouillard, à foncer vers le mur. Le meilleur exemple, j'ai fait un article que j'ai publié sur le site internet et sur les pages Facebook, que certains d'entre vous ont peut-être lu, où j'explique ce que je vous dis là maintenant. En fait, tout ceci rappelle furieusement la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique sous Brejnev, puis sous ses successeurs, Andropov et puis Tchernenko. La fin de l'Union soviétique était calamiteuse. Il n'y avait plus de liberté publique du tout. Il y avait des files d'attente énormes devant les magasins. L'économie était en pleine débandade. Les gens s'abstrayaient de leur quotidien. Il y en avait qui picolaient. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en mars 1985, le 11 mars, première chose qu'il a faite, c'est de lancer une campagne anti-alcoolique, parce que il y avait énormément de soviétiques qui buvaient, pour oublier le quotidien. Vous aviez les gens qui rêvaient de s'enfuir, rêvaient d'émigrer à l'étranger. Vous aviez le je m'en foutisme généralisé. Il y avait une blague qui circulait du temps de l'URSS, c'était on fait semblant de travailler, ils font semblant de nous payer. Donc voilà, c'était une espèce de marasme généralisé. Et puis tout ceci s'était accompagné par un cynisme total. Et toutes les classes dirigeantes de la société soviétique avaient été gangrénées par la montée en puissance des mafias et de l'appropriation personnelle davantage. Rappelez-vous le livre qui avait été fait notamment par Hélène Carrère d'Ancos en France sur le thème de la nomenclature. Les Français avaient découvert qu'en fait l'Union soviétique, loin d'être un pays, le paradis des travailleurs, eh bien en fait il y avait une petite caste de privilégiés, etc., etc. Et donc tout ceci était en train de partir dans le décor. Et pour essayer de croire encore dans le mythe, eh bien les dirigeants soviétiques se raccrochaient au fait que le camp socialiste ne cessait de s'accroître. Parce que dans les années, effectivement, 70, on avait eu
En 1975, la fin de l'Indochine qui était sous influence occidentale, la chute du Sud-Vietnam, le Viet Cong qui avait remporté le Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge. Le Cambodge, c'était un cas particulier qui était plus maoïste, et les Khmers rouges étaient plus maoïstes que soviétiques, mais le Laos, le Vietnam avaient basculé dans le camp socialiste. Les anciennes colonies portugaises qui venaient d'obtenir leur indépendance après la révolution des Suez 74, l'Angola et le Mozambique avaient basculé. L'Union soviétique était intervenue en Afghanistan en 79. Bref, on avait l'impression que le camp socialiste allait s'étendre à la planète entière. En réalité, c'était pas du tout ce qui se passait. C'était une espèce de cache-misère. Le gouvernement, les autorités soviétiques montraient cette progression planétaire où, en fait, on serrait le niveau de vie de plus en plus des soviétiques pour subventionner le régime de Hanoï, le régime de Vientiane, le régime de Kaboul, le régime de la Havane, le régime de Luanda, le régime de Maputo. Mais en fait, il y avait de moins en moins d'argent et de niveau de vie en Union soviétique jusqu'à la chute finale qu'avait pronostiquée d'ailleurs Emmanuel Todt dès 1976. Eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes là. C'est-à-dire que, alors que tout s'effondre, eh bien, Madame Merkel reprend en fait les pas de Brejnev, c'est-à-dire qu'elle prétend que la construction européenne est l'avenir du monde, et elle imagine que l'entrée de l'Albanie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Serbie et que sais-je, et du Kosovo, à supposer que la Serbie accepte l'entrée du Kosovo, ce qui ne sera jamais le cas, eh bien que c'est la preuve que le mouvement se prouve en marchant et que ça continue d'aller de l'avant. Voilà, tout ça est pathétique. Tout ça est pathétique, et ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que Mme Merkel est allée célébrer le 19 août 2019 le pique-nique pan-européen de Sopron, qui a été le coup d'envoi, le lancement, l'accélération de la désintégration du camp socialiste, mais que peut-être 30 ans après, avec ses déclarations, elle-même vient peut-être de lancer l'accélération de la désintégration du camp de la construction européenne. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, parce que désormais, on marche réellement sur la tête, et je crois que de plus en plus de Français le comprennent.